Cette semaine, dans Méditerranéo, la crise économique en Grèce, dans un contexte toujours morose, le secteur des produits de luxe tire son épingle du jeu. Regard sur des institutions particulières en Europe, celle de la Principauté d'Andorre. Zoom sur un métier peu connu, la manœuvre. Ils sont chargés d'amarrer les bateaux, reportage à Marseille et Fos. Enfin, retour en 2005 pour la séquence mémoire et une évocation de l'après-guerre des Balkans. Si le nombre d'entreprises grecques a chuté de moitié depuis 2010, certaines ont conforté leur position grâce aux exportations qui ont joué un rôle essentiel. De plus, des initiatives voient le jour dans le marché des produits de luxe. Certaines enseignes connaissent le succès au-delà des frontières de la Grèce. À une centaine de kilomètres de la capitale, sur les bords tranquilles de la cité balnéaire de Chalkida, cette petite entreprise familiale a le vent en poupe. Ici, on fabrique du miel, mais pas n'importe lequel. Le produit phare, un miel bio, aux feuilles d'or de 24 carats. Un coup stratégique pour le couple à l'origine du projet. On a senti que c'était une idée marketing très forte. Tant en Grèce qu'en Europe, on a été les premiers à proposer un tel produit. Et ça nous a donné un sacré coup de pouce et une très grande publicité qui a rendu notre entreprise célèbre. 5 ans plus tard, Steia Farm produit plus de 100 000 pots de miel par an. Le miel aux feuilles d'or ne représente qu'une petite partie de la production. Le reste est en miel bio ou classique, avec toujours cette même exigence de qualité, pour pouvoir s'implanter dans le marché du luxe. Un business juteux qui ne cesse de se développer. On a commencé en 2012 par de petites transactions au sein de l'Union européenne. Et on a vu très vite l'intérêt pour le miel grec se développer. Nous avons créé notre première usine avec nos propres fonds et on a vite compris qu'il faudrait qu'on s'agrandisse pour faire face aux commandes qui arrivaient. C'était tellement inattendu. D'un chiffre d'affaires de 6 000 ou 10 000 euros, nous sommes aujourd'hui au-delà d'1 million pour 2017. Et notre but pour 2018, c'est de dépasser les 200 tonnes de miel exporté. Tout commence en 2012. À l'époque, Stavia et Yanis rencontrent des difficultés économiques. Yanis doit fermer sa boîte de publicité à cause de la crise. Les opportunités sont minces. Alors que le couple s'apprête à émigrer au Royaume-Uni, il décide de se lancer dans cette entreprise après avoir bu, lors d'un mariage, un verre de champagne contenant des feuilles d'or. Quelques mois plus tard, ils reprennent en main les ruches du grand-père de Stavia. Mon grand-père était apiculteur. Il est mort malheureusement depuis des années. Il a commencé comme apiculteur dans les années 50. C'était le premier ici à produire de la gelée royale. À un moment, il a dû partir pour la Belgique. Je me rappelle des histoires comme quoi, quand il envoyait des lettres à ma grand-mère, il demandait d'abord comment allaient les ruches et après comment allaient les enfants. Il avait un grand amour pour les ruches. Quand Stavia et Yanis se lancent dans cette aventure, ils ont tout à apprendre. Aujourd'hui, ils gèrent plus de 300 ruches disséminées sur les bords de la Méditerranée. Lève ça très haut. Attends que je le mette à l'intérieur et que j'en sorte un autre. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les abeilles se font plus actives. Le couple se prépare pour la saison de culture du miel. Ça, c'est du miel scellé. On a eu la chance d'avoir en vie un ex-collaborateur de mon grand-père qui nous a appris les secrets et comment prendre soin des ruches et des abeilles en général.
C'est très beau d'entrer en contact ainsi avec la nature, mais en même temps c'est très difficile car on est des enfants de la ville et du coup, on a dû changer un peu notre manière de vivre. On se réveillait à 5 heures du matin pour avoir de la gelée royale. Au début, on avait aussi beaucoup de piqûres, ce qui n'était pas agréable du tout car ça déformait notre visage. Mais bon, petit à petit, nous avons appris. L'apiculture n'est pas quelque chose qui s'apprend en 2, 3 ou même 5, 10 ans. C'est un apprentissage qui ne se termine jamais. Et tant que tu es en vie, tu apprends. La société parfaite des abeilles renferme beaucoup de secrets. Leur activité est promise à un bel avenir. Leurs produits s'exportent déjà à travers la planète, de Londres, en Corée du Sud, en passant par Dubaï. Le couple n'est pas le seul à surfer sur ce marché très prometteur. Un des pionniers et inspirateurs est Giorgos Koliopoulos. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans le commerce d'huile d'olive très haut de gamme avec son entreprise Spéron, un produit exclusif vendu jusqu'à 200 € le demi-litre, baptisé Lambda. Chaque année, je fais mon propre mélange. Là, je prends une petite quantité de la variété Kolovi et là, c'est le Koronaiki. J'utilise ces deux variétés pour faire mon propre mélange. Giorgos crée de véritables millésimes à la recherche d'un équilibre parfait des saveurs. Le concept, c'est un fruité unique, intense. On sent, on évalue le bouquet et l'arôme, et ensuite on goûte. Comme pour la dégustation de vin, Giorgos fait tourner l'huile dans sa bouche. Quand on évalue une huile d'olive, on évalue 3 éléments. Le principal, c'est la teneur en fruits, l'amertume et l'acidité. C'est une impression d'électricité dans l'arrière de la langue quand on teste l'huile d'olive. Un amoureux de l'huile d'olive et du détail. Pour préparer 100 litres d'huile, il faut généralement 4 personnes et jusqu'à 5 heures de travail. Toutes les étapes sont menées à la main, avec le plus grand soin. De la mise en bouteille à l'étiquetage du produit. Une recherche de la perfection qui lui permet de s'imposer dans un marché très concurrentiel. Le marché du luxe est un marché difficile avec ses propres règles. Il faut beaucoup de patience et d'efforts. Quand j'ai fondé ma compagnie, j'ai vu un espace à prendre. J'ai senti que l'unique moyen pour la Grèce d'imposer ses produits alimentaires, c'était justement le marché du luxe. Aujourd'hui, son huile d'olive, produite en quantité limitée, se retrouve dans des magasins gourmets et des hôtels de luxe d'Europe, des États-Unis ou du Moyen-Orient. Depuis, d'autres producteurs l'ont suivi dans ce secteur très prometteur pour le pays. Une nouvelle image pour la Grèce. C'est l'un des plus petits États du monde et son statut politique est pour le moins original. La principauté d'Andorre a 2 chefs d'État, le président français et l'évêque d'Urgell. Le pouvoir législatif est détenu par le Conseil général et le pouvoir exécutif par le gouvernement d'Andorre. La roue tourne pour l'image traditionnelle d'Andorre. Nichée au cœur de la montagne, l'entreprise Comencal joue avec une belle réussite la carte du savoir-faire high-tech. Celui-là, c'est quoi? Un vélo client. Le cliché d'Andorre, un grand magasin à ciel ouvert, est mis à mal par la réputation internationale de ce concepteur de vélos tout-terrain haut de gamme. 6 filiales de par le monde et de l'Australie aux États-Unis, on connaît aussi le pays d'Andorre par la qualité de cette production industrielle. Sur tous les vélos que l'on fait est toujours mentionné
donc Principat d'Andorra, notre pays de provenance. Aujourd'hui, l'Andorre, c'est un pays qui est reconnu absolument comme les autres, dans lesquels on travaille comme partout ailleurs. Et le fait d'être indépendant fait qu'il y a des lois, des règles qui sont assez simples, on va dire. Une légende raconte que Charlemagne a fondé Andorre en l'an 805 pour remercier ses habitants de l'avoir aidé à combattre les Sarrasins. Mais ce n'est qu'en 1278 que fut signé le premier traité entre l'évêque de la Seu d'Urgell et le comte de Foix, officialisant ainsi les contours de l'État andorran. Au fil du temps, la couronne de France, puis les présidents de la République, prirent le statut de coprince. Et depuis 25 ans, la principauté d'Andorre s'est dotée d'une constitution pour asseoir sa souveraineté. Sur le plan international, le 18e plus petit pays du monde a désormais droit de cité. Andorre est un pays qui vient de très loin, depuis l'an 1278 exactement. Depuis cette époque, nous avons l'un des parlements les plus anciens du monde. Nous avons conservé le système des coprinces pour respecter cette tradition ancestrale. Il ne faut pas oublier notre histoire, celle du président français et de l'évêque d'Urgell. Ces deux coprinces ne font que ratifier nos lois. Ils nous accompagnent aussi sur un plan international. Mais il ne faut pas oublier que le peuple d'Andorre reste souverain. Session du Conseil général d'Andorre, c'est l'un des parlements les plus anciens d'Europe. Ses origines remontent au XVe siècle. Mais ce n'est qu'au début des années 80 qu'une réforme institutionnelle est envisagée pour normaliser Andorre en tant que pays indépendant. En 1993, la nouvelle constitution andorrane est adoptée par un référendum qui se traduit par un oui massif de plus de 74%. La principauté est enfin reconnue comme un État à part entière. C'est vrai que l'on a dû négocier cette nouvelle constitution avec les deux coprinces qui avaient à l'époque plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Ce fut un moment important de notre histoire et un changement radical de notre fonctionnement. Celui qui nous a beaucoup soutenus, c'était le président François Mitterrand. Il a appuyé notre demande collective pour obtenir une véritable indépendance et cette nouvelle constitution. À partir de cette nouvelle constitution, l'Andorre conclut des accords commerciaux avec la Communauté économique européenne. Elle fait aussi son entrée à l'ONU. Andorre qui bénéficie alors d'une vraie reconnaissance internationale. On a établi cette constitution il y a 25 ans. J'ai participé à sa mise en place dès l'origine. Et on peut légitimement se féliciter que 25 ans plus tard, notre pays d'Andorre bénéficie d'une véritable reconnaissance internationale. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes un petit pays, mais nous sommes indépendants. Avec tous nos particularismes et nos deux coprinces, mais dans le concert des nations, Andorre est aujourd'hui reconnu comme un pays indépendant. Le nouveau Parlement statue ensuite sur deux réformes majeures. Celui qui concerne l'acquisition de la nationalité andorrane, rendue plus souple pour faire face à l'arrivée massive d'étrangers dans la principauté. Et la création d'Andorre Radio i Televisió, la radio et la télévision publique nationale. Comme une nouvelle signature de l'indépendance de ce petit territoire. Avoir sa propre constitution marque l'affirmation et l'identité d'un pays. C'est le cas pour Andorre. On oublie les habitudes parfois médiévales du passé. On passe à autre chose. La naissance de la radio et de la télévision publique en Andorre est directement liée à cette évolution. Il y avait déjà des radios privées, mais le lancement des médias publics nationaux d'Andorre a amené bien plus. Nous avons dès le départ accompagné tous ces changements institutionnels. Nous sommes le reflet de l'évolution de la société andorrane. À notre niveau, on rappelle aussi qu'Andorre est un pays indépendant. Andorre est qualifié la plupart du temps de grand centre commercial à ciel ouvert. Les gouvernements successifs depuis l'officialisation de la nouvelle constitution se sont aussi attachés à améliorer l'environnement direct de leur pays. En 2006,
une des vallées emblématiques de la principauté a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, 10% du territoire est ainsi protégé. Xavier Planes, le président de la Confédération des entreprises andorranes, mesure au quotidien tout ce que le nouveau statut d'Andorre apporte à l'économie du pays. Les 10 000 salariés répartis dans près de 850 sociétés savent aussi qu'ils bénéficient d'une protection nationale. Le fait d'être un État indépendant apporte des garanties à tous ceux qui voudraient travailler avec des entreprises andorranes. Ils savent que derrière ces entreprises, il y a un État de droit reconnu de manière internationale. C'est une assurance pour tous ceux qui voudraient investir dans ce pays. Au mois de juillet 1993, Andorre est devenu le 184e État membre des Nations Unies. Elle a aussi signé un traité avec la France et l'Espagne qui garantit sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. Les coprinces restent garants de l'indépendance de la principauté. Située à plus de 1000 mètres d'altitude, Andorre-la-Vieille est la capitale la plus haute d'Europe. Le 18e plus petit pays au monde veut aujourd'hui faire entendre sa voix, celle d'une indépendance pleinement assumée. C'est un métier risqué et peu connu. Les lamaneurs sont chargés d'amarrer les bateaux. Ils sont un peu plus de 80 à Marseille et Fos-sur-Mer. Le métier a évolué car les navires sont de plus en plus grands. Il me faudrait Lolo, Pierrot, David et Ludo, s'il vous plaît. Un matin comme tous les autres, sur le complexe pétrolier de Fos, nous sommes avec les lamaneurs. Bientôt au virage du Fosroy, les gars. Avant chaque arrivée et chaque départ de bateau, ils doivent être là. Celui qui arrive, c'est le Malik Al-Ashtar. Donc c'est un porte-container, un très gros porte-container qui fait 366 mètres. Il nous faudra 2 embarcations et 4 hommes pour l'amarrer. Au total, 82 lamaneurs sur Marseille et Fos. Mais pour l'instant, il leur faut partir en mer, où chaque sortie est compliquée. C'est quand même un métier à risque, un métier où on est toujours dehors, à l'extérieur. On est après un peu capable de tomber à la mer, donc ouais, c'est physique quoi. Le travail des lamaneurs, c'est d'amarrer les bateaux. Là, on prend direction à Darse 2. Vous voyez tous les grands portiques, là on voit le bateau qu'on va amarrer d'ailleurs. Depuis plusieurs années, les navires sont de plus en plus gros, de plus en plus longs et de plus en plus larges. Direction la Darse 2, celle qui reçoit les immenses porte-containers. Des navires qui, vus d'en bas, sont aussi impressionnants que des immeubles. Imaginez nos embarcations qui font 8 mètres et le bateau qui en fait 366. Donc c'est sûr qu'on se sent tout petit. D'autant plus que ceux-là, c'est les plus gros navires qu'on amarre dans le port, donc les plus gros porte-containers actuellement qui rentrent sur le terminal. Moi je me souviens quand je suis rentré au lamanage, quand on disait qu'on allait faire un gros porte-container, il faisait moins de 300 mètres, ou déjà entre 200 et 250 mètres. C'était déjà des gros bateaux, maintenant ils font 100 mètres de plus. Dans chaque canot, 2 lamaneurs. Ensemble, ils vont devoir récupérer les amarres du bateau pour qu'ils puissent s'approcher tout doucement du quai. Ok, slack Eh oh slack tout. On parle en anglais, hein, on leur demande, dès qu'ils nous disent, on essaie de discuter, de communiquer en anglais. Et si des fois on a du mal, parce qu'eux non plus, ils ont du mal à communiquer avec nous, on essaie de s'adresser au pilote et après le pilote adresse ses ordres aux gens du bord, ils nous donnent un avis. C'est ça, ouais, exactement. Le plus grand risque pour ces hommes, se faire écraser entre le quai et le porte-container. Les amarres représentent aussi un vrai danger. Il y a des risques de casse d'amarre qui peuvent entraîner des accidents très très graves, voire mortels. Donc bon, ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais bon, ça arrive assez fréquemment qu'une amarre casse. Donc ça, c'est un premier risque. Après, il y a bien sûr le risque de la chute à l'eau. Il faudra plus d'1 heure au lamaneur pour amarrer ce porte-container. Les hommes vivent 1 semaine sur 2 dans leur base de vie de Fos. Ici,
On a coutume de dire qu'un lamaneur dort lorsqu'il n'a pas sommeil et mange lorsqu'il n'a pas faim. Illustration d'une vie décousue, adaptée aux entrées et aux sorties des bateaux, bien plus qu'au rythme du corps. Depuis 1946, ces lamaneurs forment une coopérative. Elle leur permet de supporter cette vie en pointillé. À 3h du matin, quand on vous réveille pour aller partir au bateau, et alors, quand on sait qu'on travaille pour soi et qu'on est payé en fonction du travail qu'on va faire, on sait qu'on ne s'y lève pas pour un patron ou pour voilà. Les bénéfices, ils nous vont directement à nous, donc ça donne un peu du courage aussi, quoi. On sait pourquoi on le fait. Cette manière de fonctionner est unique en France. Peu importe le poste ou le grade, chacun gagne le même montant et incroyable, les chefs sont même élus. Après, la place de chef, c'est un volontariat. Donc on est tous égaux en fait. Hein. Donc, ça lui donne des devoirs et des responsabilités supérieures. Mais en même temps, voilà, c'est nous qu'on l'a élu. On ne l'a pas imposé. C'est toujours ce mode de. Tous les 2 ans pour les chefs. Voilà, c'est ça, tous les 2 ans. Donc, c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui, c'est que une vraie légitimité. C'est qu'on est élu par l'équipe et si on fait mal le boulot demain, l'équipe l'année prochaine ne me réélit pas et je redescendrai sur l'équipe et il y aura quelqu'un d'autre en haut. Donc c'est la démocratie, tout simplement. La nuit, le port continue de fonctionner exactement comme le jour. Difficile pour les lamaneurs d'avoir des périodes complètes de sommeil. Il y a l'entrée à 2h, c'était à 4h le Darse 2. Le gros Darse 2, oui, était à 4h. 4h. Il était à 4h au pilote plus le 4 heures au pilote, il est pour nous. Une grande partie de l'opération, c'est de l'attente en fait. Donc il faut que le bateau se rapproche du quai, s'accoste. Et après, il faut qu'il soit placé en face les branchements. Donc ça se joue à 1 mètre. Donc il faut arriver à positionner un bateau de 300 mètres à 1 mètre près. Donc ça prend un petit peu de temps. Et pendant ce temps, donc là, on doit attendre qu'ils soient en position pour pouvoir prendre le reste des amarres. Dans l'obscurité, le Fraternity, enfin, finit par approcher. C'est un pétrolier belge. Vas-y, choc! On va prendre la garde. Hein? Si on les prend sur tribord, je me tourne. Ouais, voilà, tu te retournes. J'allais te le demander justement. Non, mais t'inquiète. Ok. Slack tout. Petit souci, l'ancre gêne la manœuvre. En fait, là, ils veulent qu'on prenne les 2 amarres, mais sauf qu'elles sont une de chaque côté de l'ancre, donc assez espacées, ce qui rend la manœuvre encore plus compliquée, quoi. Faut pas qu'elle nous tombe dessus, bien sûr. Chaque année, les lamaneurs de Marseille et de Fos amarrent près de 11 000 porte-containers. C'est bon. Vraquiers, pétroliers ou bateaux de croisière, un métier qui ne connaît pas la crise et où il n'y a pour l'instant que des hommes. La séquence mémoire pour finir, retour sur les heures sombres de la guerre des Balkans. À Belgrade en 2005, nous avions rencontré des journalistes opposés à la barbarie et qui se mobilisaient pour l'établissement de la démocratie. Tous les matins, Dragan Ilić est aux commandes de l'émission Le Réveil sur B92, la radio la plus populaire de Serbie. Animateur et journaliste, Dragan a rejoint l'équipe en 1994. C'est une période particulièrement sombre en Serbie. Milosevic est au pouvoir, la guerre en Bosnie fait rage, toute la société serbe souffre des sanctions économiques imposées par l'ONU. Au début des années 90, beaucoup de gens de ma génération ont quitté le pays. Je dois avouer que j'étais dans un dilemme. La situation me semblait sans issue. Pour moi, B92 représente l'endroit où j'ai pu trouver du sens à ce que je faisais. Travailler ici m'a donné de l'espoir pour rester dans mon pays, pour essayer, à ma façon, de changer des choses.
Changer les choses, un défi dans la Serbie de Milosevic. Créée en 1989 par des étudiants, la radio devient un symbole de résistance. Elle donne la parole à l'opposition, au mouvement contestataire. Le régime utilise les médias comme un outil de propagande. Les journalistes de B92 s'y opposent et continuent à faire leur travail. Certains sont arrêtés, d'autres présentés dans la presse comme traîtres à l'État. B92 a développé toute une série de stratégies de résistance au régime répressif de Slobodan Milosevic. On a été interdit 4 fois. 2 fois, on nous a saisi tout notre matériel, mais on a beaucoup d'expérience pour résister. Dans toutes les situations, on a réussi à trouver des solutions pour continuer à diffuser. Et puis, on pouvait compter sur une grande solidarité qui venait de l'extérieur du pays pendant ces 15 années. Et grâce à ça, on a réussi à surmonter toutes les interdictions. Les pressions sont encore plus fortes lors des bombardements de l'OTAN au printemps 1999. La radio est à nouveau interdite. Le 5 octobre 2000, les journalistes reprennent possession de leurs locaux. Le régime de Milosevic s'écroule. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.